commencer les présentations de cet après-midi avec une présentation sur les maladies non transmissibles dans l'Est de Casablanca, le profil épidémiologique de 10 520 individus, donc d'une population de 10 520 individus. L'intervenant, c'est professeur qui va présenter, c'est professeur Drouish de la faculté des sciences de même cycle à l'université Hassan II de Casablanca. C'est encore l'université Hassan II maintenant? Oui. En collaboration avec l'association Tous avec le cœur. Et j'ai le plaisir de présider cette séance avec mon ami et mon collègue, professeur Satara. Donc, Monsieur Drouish, vous avez le floor. You have the floor. Merci, cher Président. Il y a une question sur laquelle je vais vous répondre. Qu'est-ce que ça fait de donner une conférence avant et après le repas? On est hypoglycémie et on a des questions. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire, et une histoire de la recherche. Une histoire de la recherche prioritaire, dont le Maroc a besoin de faire des recherches dans le cadre prioritaire. Et donc, le titre, comme l'indique cette présentation, c'est les maladies non transmissibles, que vous savez très bien, et que c'est le thème de cette journée, qui sont issues, je dirais, de la transition nutritionnelle épidémiologique et l'Est de Casablanca. Et quand on parle de l'Est de Casablanca, on va tout de suite penser à une population à majorité issue de l'exode rural. En quelque sorte, c'est des gens qui changent complètement leur mode de vie et qu'on peut dire même par rapport à cette transition nutritionnelle et épidémiologique, s'ils étaient en guerre, on va dire qu'ils sont le chair à canon. Parce que les pauvres, ils se retrouvent complètement coincés devant ce changement au niveau de l'épidémie. Alors, pour cela, donc, il fallait, pour venir en aide à cette population, la seule chose, c'est des populations qui ne soucient jamais de leur santé. Ils ne vont pas aller faire un bilan de santé à 50 ans, 60 ans, parce qu'ils ont d'autres priorités. Et nous vivons ça quotidiennement, ils ont d'autres priorités que d'aller faire un bilan biologique. Et donc, c'est une association qui s'appelle Association Tous avec le cœur, qui a été fondée en 2010. Cette association a pour objectif de faire de la prévention primaire. Autrement dit, on ne prend en charge que des personnes qui viennent, logiquement, qui sont saines. Donc, qui viennent pour faire un bilan pour les maladies, par les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Et tout de suite, en pensant à fonder cette association, nous avons toujours le souci, parce que comme on va travailler sur un thème qui est très sensible, qui est les maladies cardiovasculaires, autrement dit, tout travail qui doit être produit, il doit être validé d'une manière scientifique. Et donc, nous avons établi un partenariat avec notre université
l'université Hassan II de l'EMSIC, la faculté des sciences de l'EMSIC. Mais comme vous le savez, que tout le monde qui font les enquêtes sur le terrain, si vous n'avez pas la structure, je dirais, administrative avec vous, vous ne pouvez rien faire à Kazan. Quand vous allez travailler dans les zones périphériques, donc il faut avoir absolument les structures administratives. Et donc nous avons également établi, dès le début, une convention avec la ville de Casablanca, comme ça on peut agir partout. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous raconter l'histoire, cette histoire de cette recherche en 3 actes. Vous venez de comprendre, il y a le premier acte qui est d'aller chercher les valeurs. Le deuxième acte, c'est de valider ça par les recherches scientifiques. Et le troisième acte, ça va être quoi? Ça va être réfléchir à une stratégie pour venir en aide à cette population. Donc, acte 1. Comme je viens de dire, c'est l'acte 1, il retrace ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. Et puis, vous pouvez voir que... Alors, en 3 ans, nous avons réalisé pratiquement 11 000 dépistages sur 11 000 personnes dans la région de nord-est de Casablanca. Je vous rappelle également que la région nord-est de Casablanca, il y a 700 000 personnes qui habitent dans la région. Alors, donc notre association, elle rassemble des docteurs en médecine, enfin des cardiologues, des endocrinologues, des juristes, des sociologues, mais également beaucoup de volontaires qui viennent travailler avec nous. Alors, comment ça se passe? Ça se passe de la manière suivante. Nous avons ouvert des centres dans les différentes régions, dans les régions périphériques de Casablanca. Donc, chaque patient, quand il arrive le matin, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui prendre les mesures anthropométriques avec le poids, l'hypertension, ainsi de suite. On fait par la suite un prélèvement sanguin pour déterminer le profil lipidique à la glycémie. Et à la fin, chaque patient va sortir avec un dossier. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il faut se mettre dans le contexte de cette région. C'est des personnes qui sont illettrées. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On utilise certaines formules, comme la formule de Fleminger, pour dire à la personne, voilà, nous donnons ce qu'on appelle l'âge artériel, c'est-à-dire une personne qui fume, ou je ne sais pas quoi, ou qui est obèse, ainsi de suite, même s'il a 45 ans, on va lui dire tes artères, ils ont 55 ans, c'est-à-dire ton cœur, il a 55 ans. Et c'est vraiment quelque chose qui fait réfléchir les différentes personnes qui viennent chez nous, pour se dire, voilà, peut-être je suis malade, et pour nous, l'essentiel, c'est qu'il y a une prise en charge. Et en même temps, nous organisons chaque vendredi un thème de la sensibilisation et de l'éducation nutritionnelle pour l'ensemble des personnes qui arrivaient. Donc on a fait ça pour 11 000 personnes pendant 3 ans. Mais également, nous avons réalisé des campagnes de dépistage qu'on peut faire pratiquement 500 personnes. Et ici, il y a beaucoup d'étudiants, docteurs maintenant qui sont avec nous dans notre laboratoire de professeur Saïl, et qu'on travaille ensemble et on produit tout ça en parfait partenariat avec l'université et notre association. Regardez, par exemple, c'est une femme qui sort avec son dossier, avec le cœur, mais là-dedans, il va se dire, mon cœur, il est jeune, ou il n'est pas jeune, mais c'est une façon, comme j'ai dit, pour pouvoir faire adhérer ces personnes. Alors, donc le site, c'est Casablanca, la durée, c'était 3 ans, et puis la répartition du sexe, c'était 18% des hommes et 82% des femmes. Alors, comme je vous ai dit, voilà la situation, c'est dans la région de notre université, mais c'est la région ce qu'on appelle périurbaine, et donc c'est une région qui est essentiellement peuplée, comme j'ai dit, par des zones rurales. Alors la population, c'est des populations pauvres, qui vivent autour du centre, et qui sont supposées saines, des hommes et des femmes, et en âge supérieur à 20 ans. Alors, voilà ce que nous faisons. Par exemple, en 3 ans, on a passé, en moyenne, on passait 14 personnes par jour et pendant les 3 ans. Bien sûr, c'est gratuit, c'est une association, elle n'est pas payée, mais également chaque fois qu'on trouve quelqu'un qui a
qui a un problème de santé. Donc, nous, on n'agit pas, on agit simplement dans l'éducation, mais on va le diriger vers l'un des hôpitaux, des centres, pour lui dire, voilà, vous êtes diabétique, vous avez une hyperlipidémie, ou je ne sais pas quoi. Et donc, notre rôle, c'est simplement... Alors ici, par exemple, c'est la répartition. Comme on voit, les hommes, il y a plus de femmes que des hommes. Et les points qui sont là, ça correspond aux différentes campagnes de screening, de dépistage. Alors, pour ce qui est de l'âge, regardez, pour les... Plus important. Donc vous voyez là, pour les femmes, ça commence un peu plus tôt, de 25 ans à 35 ans, le dépistage commence, alors que les hommes, la vraie commencement ne se fait qu'à partir de 55 ans, où il y a une importante cohorte de personnes qui viennent pour le dépistage. Alors, on peut dire que pour les femmes, c'est entre 45 ans et 55 ans où il y a le maximum des dépistages, alors que pour les hommes, à partir de 55 ans. Alors, maintenant les résultats. Alors, concernant les résultats, nos résultats concernant l'hypertension, ils s'approchent de ceux de l'enquête nationale. C'est-à-dire, 30% des personnes sont hypertendues. Mais 2 tiers de ces personnes ne savent pas qu'elles sont hypertendues. Donc, ils ont découvert pour la première fois leur hypertension. Et pire encore, dans les 10% qui restent, nous avons fait des enquêtes, il n'y a pratiquement que 20 à 25% des personnes qui sont prises en charge. Sinon, les autres personnes vivent avec leur hypertension. Je me rappelle encore une fois un monsieur qui avait une tension de 24. Il était debout. Il a dit, je vais avec ça. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, je suis un chauffeur de taxi blanc. Vous comprenez pourquoi les taxis blancs, comme ça, quelquefois, ils circulent n'importe comment, parce que c'est des gens peut-être qui souffrent des choses qui les perturbent dans leur quotidien, mais ils sont là-dedans, ils sont inconnus, ils vivent avec nous. Alors, pour l'hypertension, regardez, c'est par rapport à ceux qui sont diagnostiqués, c'est simplement à partir de 55 ans où les diagnostiqués l'emportent sur ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Ça veut dire, jusqu'à 55 ans, la majorité des gens restent avec l'hypertension et tous les dégâts qui peuvent être faits au niveau du corps, il est là, et c'est très tardivement qu'on va se rendre compte qu'on est des hypertendus. Alors, pour la dyslipidémie, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose, je passe parce qu'on m'a dit il y a encore reste 5 minutes, c'est la même chose que l'enquête nationale. Je continue. Alors, j'arrive sur l'obésité. Alors, pour l'obésité, pour cette région-là, nous avons trouvé que le surpoids avec l'obésité, ça constitue plus que 82% de femmes. Je que des femmes. Maintenant, je parle des femmes. Et donc, pour nous, c'est un chiffre qui est effrayant. Est-ce que c'est un chiffre qui est vraiment réel ou n'est pas réel? Il faut dire que l'obésité l'emporte sur le surpoids chez les femmes à très jeune âge, à 35 ans. Mais regardez ici, alors pour l'obésité centrale, ce qu'on appelle le tour de taille, les femmes sont moins exposées que les hommes pour ceci. Donc les hommes, ils ont une obésité centrale supérieure à celle des femmes. Je fais vite parce que toujours le président qui me dit qu'il faut faire vite. Alors, ce qu'il faut voir également ici, l'obésité centrale commence à un âge très jeune, entre 15 ans et 25 ans. Ce qui explique l'émergence de l'obésité chez nos enfants, parce qu'on peut mesurer ceci, et ceci même dans les régions périphériques. Alors, les risques cardiovasculaires, on peut dire que les femmes sont mieux protégées que les hommes. Il faut se rappeler également que nous avons que 20% des hommes et 80% des femmes. Alors, si on compare ces résultats par rapport aux données nationales, pour ce qui est de l'hypertension, c'est pratiquement la même chose. Par contre, pour ce qui est de l'obésité, nous avons pratiquement le double des femmes obèses
au niveau de ces zones périphériques. Alors, l'acte 2. Maintenant, devant ce problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Devant ce problème, comme je vous ai dit, il y avait l'université, il fallait vérifier, il fallait se dire est-ce que c'est quelque chose qui est réel ou n'est pas réel. Alors, nous avons mené une enquête transversale avec la structuration de l'enquête pour vérifier est-ce que c'est la même chose ou non dans ces régions. Alors, je passe. Alors, pour vous dire, ce travail a été, c'est un travail qui a été publié dans un grand journal, qui est un grand facteur d'impact, qui est Electricity and Disease, et que, voilà, le résultat, c'est exactement du copier-coller. Nous avons mené sur 400 ménages au niveau de cette région, 83,5% des femmes de cette région sont soit au surpoids ou en obésité. Et puis 46% sont en surpoids. Alors, pour les obèses, 30% des obèses, ils ont une obésité grave, c'est-à-dire massive, obésité 2 ou 3. Alors, pour ce qui est de l'obésité et le surpoids et l'obésité, par rapport, comme je vous dis toujours, l'inversion entre le surpoids et l'obésité, on a retrouvé les mêmes chiffres. Regardez, par exemple, ici, à 35 ans, nous avons le passage du surpoids vers l'obésité, 31,8, et pratiquement la même chose ici. Donc, c'est quelque chose qui est vérifiable. Tout le travail qui a été réalisé sur les 10 500 personnes, on était en train de le vérifier par de la recherche scientifique. Également ici, c'est la même chose. L'obésité centrale commence à un âge très précoce. Alors, 2 minutes. Merci. Alors, également, ce projet, on a essayé de comprendre pourquoi il y a cette obésité. 36% des femmes qui sont au surpoids obèses pensent qu'ils ont un poids normal et 17% des mêmes femmes qui ont un poids normal pensent qu'ils sont au sous-poids. Nous avons également parmi les choses qui peuvent induire cette obésité, c'est la consommation des produits obésogènes comme les corticoïdes. 12% des femmes consomment ces produits et jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc il y a également l'apport, donc toutes les croyances et toutes les coutumes qui fait que c'est continuer à consommer des produits obésogènes. Alors par rapport, maintenant on va comparer par rapport aux données au niveau national, et comme vous voyez, ici, pardon, il faut voir que c'est, je suis trompé, ici c'est 28, c'est pas 16, c'est pour les femmes, c'est 28%. Nous avons, pour l'enquête que nous avons menée scientifique, il y a 47, 48 pour notre étude, pour notre impact de l'association, et puis 28% pour les données nationales. Alors, qui sont les responsables? Comme on a dit, c'est la migration du rural vers la ville, c'est le changement des habitudes alimentaires, le changement du style de vie, le niveau très bas comment dire, ce sont des gens qui sont surtout illettrés, et le niveau, bien sûr, c'est socio-économique. Alors, maintenant, il faut se mettre dans ce contexte des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, et qui sont dans une situation socio-économique très basse. Comment on peut agir avec ces personnes? Alors, ce qu'on a fait, nous avons fait une intervention nutritionnelle. Donc, cette intervention nutritionnelle qui a été menée sur un groupe de 96 femmes qui ont été réparties en trois sous-groupes. Le premier groupe, nous avons fait les mesures anthropométriques au début et à la fin. La fin, c'était 2 mois. Le deuxième groupe, nous avons fait les mesures, nous avons fait une séance d'éducation nutritionnelle et puis nous avons refait les mesures à la fin de l'intervention, c'est-à-dire au bout de 2 mois. Et le troisième groupe, nous avons suivi d'une manière permanente l'éducation de ces groupes pour l'éducation nutritionnelle de ces groupes.
Alors, c'est également quelque chose qui a été publié. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Pour le groupe 2 qui a été suivi, nous avons pu gagner dans le poids et dans l'indice de masse corporelle. En comparant les résultats entre les trois groupes, vous voyez là par exemple, entre le groupe 1 et le groupe 2, aussi bien le poids, le BMI, que la graisse viscérale, la masse graisseuse. Ils ont diminué d'une manière significative aussi bien entre le groupe 2 et le groupe 1 que le groupe 2 et le groupe contrôle. Autrement dit, autrement dit, pour ces personnes-là dans cette région, il faut ce qu'on appelle une éducation de proximité. C'est des gens, vous ne pouvez pas leur lâcher comme ça l'information et ils vont la suivre. Mais maintenant, ce travail, il a été mené sur une petite cohorte. Comment on peut le transvaser vers une population? C'est là où il y a le challenge, comment il faut faire pour vraiment on arrive à approcher toutes ces populations. Et je remercie la ville de Casablanca, mais également, c'est un travail, et ça c'est très important, tous les enquêteurs, ce sont nos étudiants des masters. Donc ça fait partie de la formation des masters. Il y a des étudiants ici encore avec nous qui ont fait des enquêtes sur le terrain. Mais notre stratégie avec le professeur Sey ici, c'est que les étudiants, ils produisent au niveau des masters, ils publient. Et ça, c'est une bonne chose. J'espère que ça se généralise dans les autres facultés. Et merci. Merci, professeur Derwish, pour cette présentation qui est très très riche de point de vue. Ça devrait en fait faire l'objet d'une conférence et pas d'une communication. C'est très riche en données, c'est très riche en informations intéressantes et c'est aussi des résultats qui sont alarmants lorsqu'on regarde les pourcentages de l'obésité, en particulier chez les femmes, et aussi les problèmes qui sont associés à l'obésité. On a vu que l'hypertension est très très importante dans cette population. Est-ce qu'on donne un débat ou après? Très bien. Donc on va passer à la présentation suivante. C'est sur le diabète type 2 et la dyslipidémie dans la population marocaine. Et l'intervenant, c'est Ben Slimane, donc Monsieur Ben Slimane. Vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à remercier la Société marocaine de nutrition pour cette conférence. Pour les thèmes choisis auparavant, moi j'ai consulté les conférences mises en ligne dans YouTube, les anciennes conférences, et elles étaient très intéressantes du point de vue scientifique. Merci. Mon travail est intitulé Type 2 de diabète chez une population marocaine en relation avec la dyslipidémie. Comme vous savez tous que le diabète de type 2 est en augmentation et une augmentation en fréquence partout dans le monde. En 2000, il y avait 171 millions et on prévoit 366 millions en 2030. Au Maroc, selon la dernière étude en 2000 du ministère de la Santé, le chiffre était à 6,6% dans la population marocaine de l'âge supérieur à 20 ans. Le diabète a un retentissement très important sur les complications micro et macrovasculaires qui se manifestent au niveau des reins, des jambes, des cardiovasculaires ou bien. Malheureusement, les traitements sont non curatifs. On a recours parfois au régime, à l'insuline.
surtout aux antidiabétiques orales. Vous savez tous que le cours du diabète est très intéressant, soit pour les patients, soit pour les ministères de la Santé ou bien les autorités locales. L'étude qu'on a menée avait comme objectif de décrire le profil lipédique et de la comparaison des facteurs cardiovasculaires chez des individus marocains avec ou sans diabète de type 2. Donc c'est une étude des cas témoins qui a recruté 1307 diabétiques de type 2 selon les critères de sélection de l'APA versus 984 contrôles ou bien témoins qui ont été choisis de l'âge de supérieur à 40 ans, glycémie à jeun supérieure à inférieure à 1,11 g par litre et qui ne présentent pas un diabète de type 2 héréditaire de premier degré et qui n'ont pas une histoire diagnostique de diabète. Cette étude était multicentrique dans 5 villes du Maroc. Elle était réalisée surtout dans les centres de santé et les associations du diabétique. Il a acquis une autorisation du ministère de la Santé et les patients ont signé un consentement éclairé pour participer à l'étude. L'équipe de recherche qui a réalisé cette étude était composée de 2 chercheurs, un docteur pour le diagnostic du diabète de type 2, 2 infirmiers qui prend l'hypertension artérielle, la tension artérielle, en plus le prélèvement sanguin pour la réalisation des bilans lipidiques, en plus des personnels de support responsables de la prise de poids, le tour de taille, tour de hanche, et les autres mesures. Le questionnaire qu'on a utilisé